Le peuple, seul grand juge après le grand maître du monde, l'a consacré premier d'entre tous les compétiteurs en 2006 et l'a investi d'une mission à rénover son destin, lui changer la trajectoire de l'abîme où le conduisait la mauvaise assimilation par les hommes politiques de la démocratie, une démocratie sans contenu économique qui de ce fait condamnait le peuple à un avenir sans lendemain. Son programme, adossé à une vision, celle d'inscrire le Bénin au registre des pays à économie florissante, prône le changement. Ça peut changer et ça doit changer. Il en a la conviction et s'est employé à inscrire le changement dans le réel et le quotidien du peuple. Parti dès le début à une vitesse de croisière, on croyait que la machine allait s'essouffler, chemin faisant. Mais contre toute attente et porté par la volonté et la rage de marquer de façon positive et durable son passage, la machine Boniaï a actionné son turbopropulseur avec une accélération à rompre le souffle, sacrifiant sa vie familiale, se privant de repos et de loisirs, car il veut aller loin, très loin dans son ambitieux programme, pour qu'à l'heure du bilan, il puisse affronter fièrement le regard de ses concitoyens et voir leur jugement. Tous les présidents qui ont conduit le Bénin avant Yahi Boni, là, je n'ai pas constaté quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai constaté qu'à son arrivée, il a pu régler le problème de la pauvreté. Tout d'abord, microfinance, ce qu'il a organisé comme microfinance, là, moi, j'ai apprécié. Et la gratuité de césarienne et la gratuité de l'école aussi. Ça vraiment j'apprécie. Ça c'est une bonne chose. Parce que avant, je connais certaines femmes qui n'ont rien, bon, même pour vendre le pure water qu'on a communément appelé, c'est-à-dire l'eau glacée là, ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, à travers 30 000 francs, bon, elles sont devenues quelque chose aujourd'hui. J'ai constaté que vraiment il y a de développement. Yahi Boni, bon vent à lui. On est resté à l'aise avec Yahi Boni. C'est très important, plus que l'argent. Il a amené l'amour. Le peuple est uni. C'est ça un chef d'État. Tu comprends ce que je dis? C'est très important. Au moins sur ce plan, moi je lui donne 20 sur 20. Le bilan est positif. Parce que vraiment, il a fait vraiment pas de mal d'action. Parce que c'est un président où, sur tous les plans, il veut réussir, il veut avoir la réussite. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Quand il entend qu'il a tel problème à tel endroit, quand il a problème à tel endroit, non, il le fait. On ne peut pas dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Et notre souhait est que son successeur continue aussi dans cette lancée. Parce qu'il a mis des projets en place. Mais à son arrivée, qu'il continue aussi dans cette lancée-là. Là, ce serait bien. Le président Yahi Boni est bien respecté au niveau de l'Afrique en ce qui concerne comment gérer la politique au niveau de l'Afrique. Vous le savez qu'il est le président de l'UEMOA. Et en ce qui concerne le Bénin, nous sommes vraiment très fiers de la stabilité macroéconomique de Bénin, la croissance économique de Bénin, c'est très fort. Et ce qu'il fait au Bénin, c'est très important. Il m'avait parlé concernant l'énergie. Et l'énergie, c'est très, très important. Pour nous, au niveau de la BAD, nous avons commencé à travailler pour lancer ce qu'on appelle New Energy Deal pour l'Afrique, qui va soutenir tous les pays membres dans le secteur énergique. Vous savez que si on résout les problèmes énergiques, on va résoudre beaucoup de choses. Votre leadership personnel, Monsieur le Président, votre leadership a fait une différence énorme. Les États-Unis se trouvaient dans une situation semblable. Ça peut sembler être il y a 1 million d'années, mais lorsque le président Roosevelt, Franklin Roosevelt, était ici dans cette salle, la salle du traité amérindien, et
aux États-Unis, la grande majorité des habitants de la zone rurale n'avaient pas d'électricité non plus. Et il a fait ce qui, en dollars d'aujourd'hui, représenterait des milliards de dollars d'investissement dans ce que l'on appelait la TVA, l'association de la vallée du Tennessee. Et pour la première fois, des millions d'Américains ont obtenu l'électricité. À l'époque, pratiquement 50% des Américains vivaient dans les zones rurales, dans les exploitations agricoles, si ma mémoire est bonne. Cela leur a amené l'électricité, mais cela fait autre chose. Pour la première fois, cela les a habilités, cela les a aidés à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant. Et je pense que parfois, ceux qui travaillent directement au sein du gouvernement ne comprennent pas tout à fait ce que je comprends et ce que le président comprend. C'est qu'il faut donner espoir à la population, que parfois, ça, c'est plus important que les aider directement. Et dans ce cas-ci, on fait les deux choses à la fois. Vous faites les deux choses à la fois. Et ça va transformer votre pays. Ça change tout. Ça a le potentiel de tout changer. Et je suis très très optimiste quant à votre avenir. Les témoignages élogieux montrent que le peuple a vu juste en confiant son destin à ce grand banquier qui a répliqué les prouesses faites à la tête de la plus grande institution financière sous-régionale, la BOAD, une banque à laquelle, en tant que président, il a conféré un rayonnement mondial par des réformes intelligentes et profondes. Homme de réforme, il sait que c'est la seule voie pour rendre le changement prôné visible et vécu. Il inaugure un train de réforme et engage des mesures d'assainissement du cadre macroéconomique. La tâche n'a pas été aisée, mais les résultats étaient au rendez-vous. Au bout de quelques mois, les caisses de l'État asséchées par la fraude, l'évasion fiscale et autres pratiques anti-économiques baignent dans la surliquidité grâce aux réformes engagées. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de réformes ont été conduites dans notre pays et ces réformes ont eu des effets extrêmement puissants sur les agrégats macroéconomiques. En dehors de la politique d'endettement et de gestion de la dette publique, qui est une réforme majeure et qui est issue de l'internalisation du règlement numéro 9 de 2007 de l'UEMOA sur la dette publique, il me plaît de citer ici trois autres réformes en raison de leur lien particulier avec la gouvernance économique et financière. La première réforme dont je voudrais parler est la reddition à bonne date des comptes annuels de l'État. Il convient de rappeler ici que pendant plusieurs années, la production et le vote des lois de règlement accusaient plusieurs années de retard. C'est ainsi que la loi de règlement de l'année 2001 n'a été votée qu'en 2009. Donc, conscient de ce dysfonctionnement, le gouvernement, en collaboration avec les autres institutions de la République concernées par ce dossier, à savoir la Cour suprême et l'Assemblée nationale, ont pris des mesures courageuses pour essayer de corriger l'ensemble de ces retards. Et je peux vous annoncer que cela a permis de faire voter la loi de règlement de l'année 2014 au cours du mois d'octobre 2015, ce qui indique que l'ensemble des retards accumulés a été largement rattrapé. La deuxième réforme que je voudrais mentionner, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de réforme de l'administration douanière. L'objectif de cette stratégie est de renforcer les capacités de l'administration douanière pour la mise en œuvre efficace de ces 5 fonctions essentielles que sont la gestion des risques, la maîtrise de la valeur en douane, les contrôles avant dédouanement, les contrôles après dédouanement et les contrôles des régimes douaniers. Et enfin, la dernière réforme que je voudrais mentionner est la mise en œuvre progressive de l'identifiant fiscal unique, ceci afin d'élargir l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude. En général, les deux réformes
majeurs qui concernent les régies financières ont permis d'accroître significativement le rythme de mobilisation des recettes publiques dans notre pays, ce qui a permis de faire passer les recettes totales de l'État de 400 milliards environ au cours de l'année 2006 à près de 850 milliards attendus pour la fin de l'année 2015, soit donc un doublement à peu près de ce qui avait été engrangé au cours de l'année 2006. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le grand réformateur en a conscience et en appelle chaque fois au réarmement moral, au changement de mentalité de tous pour inscrire dans la durée les résultats heureux obtenus. Les réformes constitutionnelles sont l'autre chantier ouvert par le réformateur dans la perspective de rénover en profondeur la vie économique, politique et sociale. Malgré toutes les assurances données et sa bonne foi chaque fois proclamée, tant devant le peuple que devant les grands décideurs de ce monde, le réformateur sera incompris. J'ai placé mon second et dernier mandat présidentiel. Une campagne de désinformation et d'intoxication a figé le projet de loi portant révision de la Constitution introduit au Parlement en 2008-2009 dans l'infécondité. Le projet de loi n'a pas prospéré. Pourtant, il était porteur de nobles ambitions. Léguer à la postérité un pays de paix, stable, un pays qui dispose dans son arsenal juridique les outils légaux pour combattre la corruption et rendre imprescriptibles les crimes économiques. Le port de Cotonou, le poumon de l'économie nationale et la fenêtre des pays de l'Interland sur le monde extérieur, est l'une des cibles privilégiées de ces réformes. Le gros bazar qu'était ce port n'était pas compatible avec ses ambitions. Pour le succès des réformes, il inaugure un ministère dédié à l'économie maritime, devenu le laboratoire des idées, actions et réformes qu'il inocule au port de Cotonou pour le rendre compétitif, attractif et répondant à ses ambitions. Pendant longtemps, on a parlé de guichet unique au port de Cotonou, mais c'était un assemblage. Voyez-vous, c'est comme si on fait un assemblage de caisses, de plusieurs caisses qui s'étalent, puisque ce qu'on a voulu régler comme problème, c'est que dans le temps, avant de faire sortir une marchandise, il fallait passer de bureau en bureau et d'institution en institution. Il fallait passer également, comme nous le disons souvent, il faut traverser toute la ville. Parce que les institutions n'étaient pas en un point géographique unique. Donc, les gens qui commandaient sur Cotonou devaient faire ce calvaire-là. Alors, on a trouvé bon de mettre le guichet unique. Mais ce qui avait été fait dans le temps, c'était que toutes ces caisses avaient été rassemblées en un seul point, mais les caisses existaient. Et donc, c'est vrai qu'on a réduit un peu la distance, puisque en un point, on pouvait passer de caisse en caisse, mais le gouvernement a jugé utile d'aller plus loin. En allant plus loin, par la création de ce qu'on appelle le bordereau de frais unique, ce que généralement on appelle le BFU, vous avez ce BFU, vous vous adressez, vous allez à la banque, en un seul guichet, et vous payez tous les frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 4, 5 ou 10 institutions, selon le type de la marchandise, émettent leurs factures, ces factures sont transcrites sur un seul document. Ce document que vous avez sans vous déplacer, parce que
vous pourrez, c'est sur Internet, c'est une plateforme, et donc en ligne, il suffit de générer. Vous dites, voilà, nous avons tel document, nous avons telle marchandise, vous l'envoyez dans le système de la douane crée, génère le BFU, ça passe par le guichet unique Ségub qui, évidemment, dispatche à tout le monde et chacun devrait introduire sa facture sur ces documents, ça revient et puis cela vous est renvoyé. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre bureau. Vous avez votre facture et si vous êtes bien organisé de votre bureau, vous pouvez commander à la banque de faire les paiements. Vous voyez? Donc, ça réduit sensiblement la durée de transaction. C'est-à-dire la durée de passage de la marchandise au port de Cotonou. Et ça réduit également les coûts. Parce que du coup, les faux frais, étant entendu que les contacts physiques ont été supprimés pour l'essentiel, les coûts également, les coûts de passage portuaire ont été réduits. C'est très important, c'est des effets bénéfiques. Je donne un exemple. Avant ce guichet unique, on était à minimum 21 jours et parfois au-delà pour faire sortir la marchandise. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 jours, parfois même une journée et demie. Et si le transitaire est bien organisé, même en 1 heure, il peut déjà payer et enlever sa marchandise. Cela d'ailleurs a permis au port de Cotonou d'obtenir un prix à l'international, le premier prix à l'international, et qui a fait d'ailleurs la fierté du Bénin, qui l'a propulsé également, parce que le Bénin avait été connu un peu partout. Il y a eu également un certain nombre de réformes au niveau du port autonome de Cotonou. Il fallait vraiment mettre en place un système de gestion, de gouvernance moderne. Jamais le port de Cotonou n'a pu franchir la barre des 2000 navires. En 2014, nous étions à 2049 navires. Jamais le port de Cotonou n'a pu franchir la barre des 9 millions de tonnes. Nous étions à 10 500 000 tonnes métriques à fin 2014. Il y a un certain nombre d'indicateurs que nous regardons de près. 1. Le temps d'attente des navires sur rade. Avant ces réformes, les navires peuvent attendre 1 mois, 2 mois, parfois même 3 mois. Aujourd'hui, le plus ancien sur rade, c'est à peine 5 jours. Nous avons été fortement accompagnés à ce niveau par le chef de l'État, ça il faut vraiment le souligner, qui a poussé avec nous, qui nous a vraiment appuyés à demander surtout manutentionnaires de s'équiper, ce qui a été le cas et qui a permis, et ça je vais vous donner un autre chiffre. Avant ces réformes, c'était à peu près, au plus, au mieux des cas, 300, 400, au plus 500 camions par semaine pouvaient entrer et sortir du port de Cotonou. Mais avec ces réformes, nous sommes passés à plus de 1000 camions par jour. Je ne dis pas semaine, par jour. Ce qui fait donc un mouvement d'au moins 5000, minimum 5000 camions qui sont accueillis en une semaine, contre 500. Donc nous avons multiplié par 10, voyez-vous, la capacité d'accueil du port, par cette organisation qui est passée par les réformes, absolument. Bon, ça, je vous ai donné la moyenne, mais tenez-vous bien, nous sommes allés à 2000, il y a quelques jours, nous sommes allés à 2005 véhicules en une journée. 2005 camions je ne veux pas parler des petits véhicules, 2005 camions qui sont rentrés, qui sont traités et qui sont sortis dans la même journée. Et je vais vous dire ce que, pas seulement le Bénin gagne, mais ce que les partenaires du port également gagnent. Le Bénin, c'est
l'accroissement des recettes douanières. Je ne vous dirai pas combien par jour, mais ça s'est multiplié par 2, 3, au moins, même jusqu'à 4, parfois à 5, selon le jour, enfin, l'activité du jour, les activités du jour. Donc c'est déjà un effet bénéfique pour la caisse de l'État. Les impôts également. Je parle seulement de la douane, là. Les impôts également, vous voyez, ça suit. Là, quand la douane, les frais augmentent, au niveau des impôts aussi, ça augmente. Et puis, les frais des autres partenaires également, ça augmente. Maintenant, je vais vous dire ce que les partenaires gagnent. Lorsque un navire vient au port, dans un port, déjà à partir de la rade, c'est-à-dire la situation que nous avons qualifiée de situation d'attente, que le navire travaille, ou qu'il ne travaille pas. Bon, travailler ou ne pas travailler, ça veut dire décharge ou ne décharge pas. Il dépense au moins entre 10 000 et 15 000 $. Ce qui fait entre 5 millions et 7 500 000 de francs CFA par jour. Ce qu'on appelle le daily cost. Donc c'est le coût journalier pour le navire, qui travaille ou qui ne travaille pas. Alors, imaginez un navire qui attendait 30 jours. Vous faites 5 millions fois 30, vous savez ce que ça fait déjà. Et il n'a pas travaillé. Parce qu'il a attendu 30 jours sans travail. Mais qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il doit. Parce qu'il y a du personnel, il y a du carburant, il y a tout cela qu'il faut brûler. Contre 5 jours ou 4 jours, vous voyez le gain à son niveau. Donc, de ce point de vue, le port de Cotonou est plus compétitif. L'autre chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est la sécurité. Et la sécurité, parce qu'il y a ces deux choses qui... Ce qui fait la compétitivité d'un port, c'est pas grand-chose, hein. Célérité, sécurité. Donc, ceci a été rendu possible avec l'œil vigilant de ceux que nous appelons les gardes-côtes américains et qui travaillent essentiellement sur les normes de code ISPS, qui appuient le Bénin à améliorer les normes de code ISPS. Lorsque ces structures émettrices reçoivent l'information de la plateforme GOS de façon dématérialisée, ces structures procèdent à la réception. Le PVI, une des recettes appliquées pour rendre le port compétitif, s'est révélé un gros piège pour l'économie nationale. Seul comptable et responsable devant le peuple, le grand réformateur a vite pris ses responsabilités. Au niveau de la plateforme portuaire, nous parlons souvent du centre commun de prédédouanement, du guichet unique des opérations du commerce extérieur, ce que nous appelons généralement le CCP-GOS. C'est une réforme phare, c'est une réforme importante que nous avons entreprise sous l'impulsion du chef de l'État, parce que cette réforme, ça il faut l'avouer, c'est le Conseil présidentiel des investissements qui a piloté cette réforme et la douane en est, disons, la cheville ouvrière. Aujourd'hui, cette réforme a été mise en œuvre, c'est nous qui la conduisons. De quoi parle cette réforme? Cette réforme parle de la dématérialisation de tout ce qui est liage documentaire en matière de prédédouanement. Dans l'opérationnalisation, il y a des opérations de commerce qui exigent la délivrance d'un certain nombre de certificats, permis, autorisations et autres. Autrefois, les usagers étaient obligés de parcourir les différentes structures chargées de délivrer ces documents. Mais aujourd'hui, avec l'installation du centre commun de prédédouanement, du guichet unique des opérations de commerce extérieur, tout peut se faire en ligne. L'usager, à partir de son portable ou à partir de son ordinateur, peut faire les demandes et obtenir en ligne ces mêmes certificats. Donc du coup, il y a un gain considérable de temps, il y a une réduction des peines également, et mieux pour l'administration des douanes, c'est qu'il y a une sécurisation des documents qui sont délivrés, puisque ce n'est plus des documents manuels, mais c'est des documents délivrés en ligne. Nous avons initié ce que nous avons appelé le PCV, le programme de certification des valeurs. Aujourd'hui, la valeur est un fondamental dans la détermination des droits à payer au cordon douanier. Et pour ce faire, nous sommes entrés dans un partenariat avec la SGS, Société Générale de Surveillance,
qui est en train de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme, qui veut que nous puissions mieux appréhender la base taxable des marchandises importées ou à exporter, et que nous puissions également constituer une base de données de valeur qui va nous permettre, même après ce contrat, de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à mieux appréhender les valeurs. C'est également une réforme phare. Nous avons également le Sidonia World. Le Sidonia World, c'est une réforme que nous avons initiée tout récemment. Elle peut permettre beaucoup d'interfaçages. Nous avons également acquis des scanners. Acquis des scanners. Et tout ça, nous devons rendre hommage au chef de l'État, puisque du seul scanner qui devait être installé à l'aéroport, il a demandé que 2 scanners soient également pris, toujours pour la plateforme aéroportuaire. Il ne s'agit pas seulement de la plateforme aéroportuaire, il s'agit également de la plateforme portuaire. Les autorités au plus haut niveau ont commandé également un scanner. Toute estimation faite, c'est quand même pas loin du milliard, c'est un montant élevé. Et avec ce scanner, je crois que notre plateforme portuaire sera davantage sécurisée. Ça constitue également un outil important qui va accompagner la douane dans l'identification physique des marchandises. Autrement dit, on va peut-être finir avec les contrôles manuels, les contrôles par sondage, mais avoir la vérité de ce qui est réellement à l'intérieur des conteneurs. C'est une réforme importante, ça il faut le souligner. Nous avons également initié au niveau de la maison une application que nous appelons le contrôle mobile, qui permet à partir des smartphones de faire des contrôles sur des chargements en déplacement, soit qu'il s'agisse de marchandises ou qu'il s'agisse de véhicules. Nous avons développé une application maison. Nous avons également développé, toujours avec les informaticiens, ce que nous appelons l'amélioration des bons retours, c'est-à-dire la décharge des acquis qui se faisait autrefois de façon manuelle au niveau des unités de destination, les unités de sortie, Malanville, Gaïa. Aujourd'hui, avec cette application, l'appurement se fait automatiquement, ce qui permet la déconsignation des bons retours et permet, n'est-ce pas, aux usagers de pouvoir entrer leurs fonds, de pouvoir entrer en possession de leurs fonds, parce qu'ils fonctionnent comme un système de revolving. C'est les mêmes sous qu'on déconsigne qui prennent pour reprendre les opérations. Donc il y a une rotation. Nous avons également développé des applications de sélectivité, c'est-à-dire que nous avons défini des critères de contrôle, ce qui fait qu'on ne peut plus travailler de façon hasardeuse. Non, s'il y a des contrôles qui doivent se faire, c'est sur des bases des critères objectifs. Donc c'est ce que nous appelons la sélectivité. L'un des objectifs de ces réformes, c'est à terme de pouvoir permettre l'amélioration. Parce que quand nous aurons renforcé les capacités d'intervention de l'administration des douanes, quand nous aurons doté l'administration des douanes de tous les moyens dont elle a besoin pour pouvoir performer, il va de soi que le résultat ne peut être que l'amélioration des recettes. L'environnement des affaires assez lourd et pollué est un handicap, un gros obstacle à son ambition de dynamiser l'économie, d'accélérer le rythme de la création de richesses par l'investissement privé. Cet obstacle sera levé à coup de mesures d'assainissement. Le Bénin, qui traînait dans les bas-fonds du classement Doing Business de la Banque mondiale, a rejoint le peloton de tête. Le Bénin est parti de très loin et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Nous sommes reconnus par la communauté financière internationale. Les promoteurs, les investisseurs, les chercheurs d'opportunités courent à nos portes tous les jours pour voir les opportunités qu'il y a dans notre pays. Donc ça traduit directement que les efforts du chef de l'État dans ce domaine pour améliorer le climat des affaires portent et est entendu par toute la communauté internationale. Aujourd'hui, au Bénin, les opérateurs économiques et ceux qui sont en activité et ceux qui prétendent ou bien ceux qui aspirent à être opérateurs économiques existant dans le privé sont beaucoup plus à l'aise dans les formalisations qu'ils ont à faire aujourd'hui pour vraiment commencer à entreprendre. Et il y a quelques années, c'était très très difficile pour un jeune entrepreneur de se dire qu'il veut créer une entreprise et pouvoir faire des affaires au Bénin, entreprendre au Bénin. Aujourd'hui, et 10 ans après,
c'est très très facile aujourd'hui. Et ce qui coûtait très cher à 1 million de francs CFA en moyenne pour créer une entreprise, et il y a quelques années, aujourd'hui c'est presque rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la politique chef de l'État, ce que nous avions eu à faire depuis ces dernières années, nous avons amené, nous avons simplifié tout ce qui est procédure. Nous avons essayé de réduire les coûts au maximum et nous avons essayé de réduire le nombre le processus de création d'entreprise, le processus d'entreprendre et les dispositifs mis en place pour accompagner les jeunes promoteurs afin qu'effectivement qu'ils prospèrent dans leurs activités économiques dans notre pays. Donc, et ça se sent. Il y a quelques années, à peine, on a un certain nombre d'entreprises créées. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 entreprises créées récemment. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour accompagner. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de créer. Le problème, c'est de créer et que ces entreprises survivent. Donc, pour la survie de ces entreprises, le gouvernement a mis en place des dispositifs pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'effectivement d'avoir les outils nécessaires, l'accompagnement nécessaire pour vraiment prospérer. Donc, c'est des éléments qui sont clairs, qui ont été réalisés ces dernières années et la population en est convaincue. Et il y a aussi les questions d'investissement. Il y a quelques années, à peine le Bénin avait 50 millions de dollars en investissement direct étranger. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 millions de dollars. Donc vous pouvez faire le calcul vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui est petit, c'est des progrès qui ont été faits sur des années. Donc tout ça, c'est les résultats des actions menées, des actions entreprises par le chef de l'État. Il y a quelques années, le Bénin est très mal classé. Si on prend les références, les benchmarks benchmarks de façon globale, pour ce qui concerne le climat des affaires, particulièrement le Doing Business. Et le Bénin est très mal classé, 175e, 181 économie il y a quelques années, en 2011. Aujourd'hui, nous sommes vraiment mieux classés. Nous avons fait d'énormes progrès. Le travail continue. Nous avons fait d'énormes progrès qui ont été reconnus l'année dernière où nous avons fait la table ronde à Paris. Donc, c'est des éléments clés qui permettent de dire aujourd'hui que le Bénin est un pays très attractif à l'investissement. Nous avons la démocratie, nous avons la paix, nous avons la stabilité. Ce sont des atouts fondamentaux. En plus de ça, les efforts ont été faits pour vraiment améliorer le cadre dans lequel le privé pourra venir dans notre pays et pouvoir exercer. Dans les 6 derniers mois, il y a plus de 3 banques privées qui se sont installées au Bénin. Pourquoi? C'est parce que le Bénin offre le cadre qu'il faut pour leur permettre de s'installer et de s'épanouir. C'est pour dire que notre pays est attractif et nous allons continuer à travailler avec les privés pour faciliter les processus afin de leur permettre d'exercer leurs activités ici au Bénin en toute quiétude. Le rayonnement économique du Bénin, malgré la conjoncture internationale défavorable, atteste de la pertinence des réformes. Les institutions de Bretton Woods sont fascinées par les performances économiques du Bénin et ne se privent pas de rendre témoignage. Le conseil d'administration du FMI, au cours de sa réunion du 11 décembre 2015, a salué la solidité des résultats macroéconomiques obtenus dans notre pays, et ceci en lien avec l'orientation prudente de la gestion du gouvernement. Le Conseil a particulièrement relevé la maîtrise de l'inflation comme étant un point fort. Le Conseil a également relevé la gestion prudente des finances publiques. Il a ensuite relevé la stabilité du déficit extérieur courant. Et enfin, il a souligné un point fort qui est la viabilité de la dette publique. L'orientation favorable de tous ces indicateurs, comme vous pouvez l'imaginer, a conforté l'activité économique dans notre pays, ce qui a permis d'enregistrer ces dernières années des taux de croissance extrêmement élevés. Et je peux vous dire que nous avons enregistré un des plus hauts historiques en 2013 à 6,9%. L'encours de la dette du Bénin se chiffre à 1 768 milliards au 30 septembre 2015, ce qui conduit à un taux d'endettement de 41%.
contre une norme communautaire de 70% au maximum. Ce qui veut dire que nous dégageons donc un écart confortable de près de 30 points de pourcentage par rapport à la limite fixée au sein des pays de l'UEMOA. Ceci fait donc que le Bénin fait partie des pays les moins endettés de la sous-région. Pour ce qui concerne le second indicateur dont j'ai parlé, à savoir l'analyse de viabilité de la dette, elle a été récemment conduite par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et cette analyse a confirmé la faiblesse du risque de surendettement de notre pays. En conclusion, sur la base de ces deux indicateurs dont je viens de parler, notre pays dispose donc des marges de manœuvre confortables pour un endettement bien encadré, et ceci conformément à la politique d'endettement et de gestion de la dette publique, qui est une réforme majeure et que le gouvernement vient d'adopter en novembre 2015. Les réformes ont payé, rendant les bases de l'économie bien solides. Les caisses de l'État débordent et autorisent des actions de générosité. Contrairement aux pratiques courantes ailleurs, où les richesses de l'État sont séquestrées, confisquées par les princes régnants, qui s'autorisent tous les abus et extravagances, se donnent des vacances dorées dans des hôtels particuliers en Europe ou ailleurs, où logent ses richesses dans des paradis fiscaux. Lui, l'architecte du changement, partage. C'est la prospérité partagée qui révèle son humanisme et son détachement des biens matériels. Tout un faisceau d'actions de générosité et de partage est émis et illustre la grandeur d'âme de l'apôtre de la prospérité partagée. Il faut rompre l'étau des frais de scolarité qui étranglent les parents d'élèves. La gratuité de l'enseignement maternel et primaire est décrétée et élargie aux filles de la classe de 6e en terminale. Je suis très contente du président Yahi Boni parce qu'avant on payait. Mais quand Yahi Boni est venu, on ne paie plus de la contribution. On vient à l'école gratuite, on apprend gratuite et nos parents sont contents de nous. Merci, Papa Yahi Boni. Cette gratuité que l'État a fait est une très bonne chose. Ça fait que les parents ont le courage aujourd'hui d'envoyer les filles à l'école. En 10 ans, le président Boni Yahi a fait beaucoup de travail. Il a trop fait pour l'État béninois. Si je suis autorisée à l'apprécier, moi je pouvais lui donner mention très bien. Les effets induits de cette mesure ont porté le Bénin sous le projecteur de la communauté internationale qui a décerné une mention honorable au Bénin à la 70e Assemblée générale des Nations unies consacrée au bilan des OMD, objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'éducation. Le maintien des enfants à l'école est un autre défi qui, non relevé, annihilerait tous les efforts déjà faits. Le réformateur a mis en œuvre une politique d'assistance alimentaire aux enfants dans les zones déshéritées. Les cantines scolaires sont ouvertes partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions au départ 643 cantines scolaires en 2006. Aujourd'hui, nous sommes à 2350 cantines scolaires. Et ces 2350, ça représente environ 28,4% de toutes les écoles primaires publiques du Bénin. Donc vous voyez, il y a un effort important à faire pour arriver à couvrir toutes les écoles en zone rurale. Et pour couvrir ces écoles en zone rurale, il faut atteindre 51%. Et pour cela, le gouvernement du Dr Boni Yahi a décidé de doter notre ministère d'une politique nationale d'alimentation scolaire. Et cela permet de prendre en compte près de 500 000 enfants, représentant 30% de l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques du Bénin. Donc nous atteignons 30% de ces élèves-là. Et ces efforts ont été faits grâce aux mesures d'accompagnement de la gratuité des enseignements maternels et primaires. Du coup, les écoles s'emplissent et débordent. L'encadrement devient aléatoire. Le réformateur recourt à sa boîte à remèdes et lance le programme de construction de salles de classe.
effort reconnu par les partenaires au développement. Ils se sont associés à cette œuvre de développement par leur accompagnement financier. Des dizaines de milliers de salles de classe sont construites et offrent aux jeunes apprenants d'étudier dans des conditions normales. Il y a eu la gratuité des enseignements maternels et primaires qui a fait que beaucoup d'enfants sont arrivés, n'est-ce pas, à l'école primaire. Le taux d'accroissement est de 56%. Entre 2006 et 2015, le taux d'accroissement des effectifs des élèves. Et pour faire face à cela, il fallait construire, n'est-ce pas, des salles de classe. 12 976 salles de classe ont été construites entre 2006 et 2015 pour une moyenne de 1688 par an. Et ces salles de classe-là ont été équipées, n'est-ce pas, en tables et bancs. Ce qui fait que nous avons atteint 70% de salles de classe en bon état. Alors qu'en 2006, nous étions à 51%. Donc, vous voyez, malgré que l'effectif a augmenté, les conditions d'apprentissage se sont améliorées. Alors que si les conditions d'apprentissage restaient les mêmes, il y aurait déjà eu un effort de prise en charge des nouveaux enfants qui sont arrivés. Mais l'effort a été plus important. C'est vrai qu'il y a 30%, n'est-ce pas, à rattraper. L'effort est important. Si on continue, n'est-ce pas, de faire environ 1600 salles de classe par an, je crois qu'à l'horizon 2020, nous allons finir avec, n'est-ce pas, les déficits en salles de classe. De la même manière, il y a 30 logements qui ont été construits pour les enseignants qui vivent dans des milieux défavorisés. Tout cela pour les maintenir, n'est-ce pas, dans les différents villages afin qu'ils puissent apporter les savoirs et les connaissances aux enfants. Dans les milieux lacustres, il y a aussi des efforts qui sont faits avec des bacs motorisés qui sont donnés, avec des gilets de sauvetage et des bottes. Nous en avons donné une bac cette année, par exemple, à Soava. Nous avons donné 400 gilets de sauvetage. Nous avons donné 300 bottes pour tous les enseignants de la circonscription scolaire de Soava. Si les enfants doivent aller à l'école, il faut des enseignants. Entre 2006 et 2015, 9 854 enseignants ont été recrutés. En plus de cela, il y a près de 11 000 enseignants anciennement appelés vacataires qui ont été reversés comme agents contractuels de l'État, ce qui les a motivés, ce qui leur a permis vraiment d'avoir la paix du cœur pour apporter les connaissances adéquates aux enfants. Nous avons la création d'un certain nombre de primes au profit des enseignants. D'abord, nous avons la prime d'incitation à la fonction enseignante qui était fixée à 7 000 francs, mais qui est passée à 8 000 francs en 2007. Après, toujours au cours de l'année 2007, il y a eu la prise en charge des primes, de certaines primes au profit des agents vacataires, parce que avant, les vacataires ne bénéficiaient pas de la prime d'incitation à la fonction enseignante, la prime de rentrée, la prime de journée pédagogique. À partir toujours de 2007, le gouvernement a accédé à leur doléance et a accordé ces primes-là. Il y a eu la révalorisation de l'indemnité de logement au profit des enseignants du supérieur. Et ces indemnités de logement qui sont passées du simple au triple au niveau de certains ordres d'enseignement. Ensuite, à partir de 2008, nous avons eu la revalorisation d'incitation à la fonction enseignante qui était de 8 000 et qui est passée à 10 000. Et l'évolution a continué comme ça jusqu'à ce que les enseignants aient eu pour la revalorisation de la fonction enseignante 25% de leur salaire indiciaire brut. Cela a permis de les placer sur les indices et qui est passé de 1,25. Et tout dernièrement, les enseignants ont pu avoir leur décret qui porte leur statut particulier et qui a entraîné une incidence financière de 19 milliards 3.
Le partage de la prospérité a eu un autre champ d'expression, celui du corps médical, avec la mise en œuvre de la politique de valorisation des salaires et primes alloués au personnel de santé. La mortalité et la morbidité liées au paludisme sont endiguées par la mesure de prise en charge du traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Expression concrète de la prospérité partagée, cette mesure a contribué à réduire de façon sensible le taux de mortalité lié à cette affection. De 2006 à ce jour, nous pouvons dire déjà concernant les enfants de moins de 5 ans, nous avons pu atteindre l'objectif du millénaire pour le développement 4 relatif à la réduction de la mortalité chez ces enfants de moins de 5 ans, puisque le Bénin en 2000 s'était engagé pour atteindre 65 décès pour 1000 naissances vivantes en 2015. Et quand nous avons fait notre enquête démographique de santé en 2011-2012, le Bénin déjà était à 70 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Et les principales interventions qui nous ont permis d'atteindre cette OMD, c'est essentiellement la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, notamment les 3 maladies les plus meurtrières que sont le paludisme, la diarrhée et la pneumonie, qui tuent 2 enfants sur 3 au Bénin en communauté. Donc nous avons développé des stratégies et nous avons formé des relais communautaires pour pouvoir prendre en charge ces enfants dans les communautés, et les cas les plus graves étaient orientés vers les centres de santé et les hôpitaux pour être pris en charge. En dehors de ça, nous savons bien que tous les enfants n'accèdent pas à nos formations sanitaires pour des raisons financières, et nous organisons 2 fois par an la semaine de la survie de l'enfant. Et cette semaine de la survie de l'enfant est une intervention nationale qui se fait dans les 34 zones sanitaires de façon synchrone à rattraper les cibles qui ont échappé à nos services de routine. Ça nous permet également de façon équitable à aller rechercher les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de nos interventions telles que la vaccination, les conseils sur la nutrition, l'alimentation et autres interventions, le déparasitage et le dépistage de la malnutrition. Voilà un peu ce que nous avons fait et qui nous a permis d'atteindre aisément l'OMD 4. Par rapport à la santé de la maman, nous avons pris des engagements et nous avons donné la priorité à la planification familiale, qui est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle. Et à ce titre, le gouvernement béninois s'est engagé à créer une ligne pour l'achat des produits contraceptifs. L'engagement que nous avons pris, c'était d'allouer 250 millions pour l'achat des produits contraceptifs d'ici 2018. Mais déjà en 2015, vu que c'était une priorité pour le gouvernement du docteur Boniaï, nous avons bénéficié de 200 millions pour acheter ces produits contraceptifs aux côtés de ce que les partenaires techniques et financiers apportent. À ce jour, dans nos centres de santé, dans nos formations sanitaires publiques, la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes, et la prise en charge du paludisme grave chez ces enfants et les femmes enceintes est une réalité. Elle est gratuite et elle est gratuite également dans nos communautés, sauf chez les enfants de 0 à 6 ans, de 0 à 6 mois, qui, nous estimons, sont des enfants très fragiles qu'on ne peut pas traiter dans la communauté comme ça, sans faire des examens un peu plus poussés pour le paludisme. Nous pouvons dire que de 2012 à 2014, cette gratuité nous a permis de réduire de 10% les décès enregistrés dus au paludisme dans nos formations sanitaires. Et en termes d'impact, ça nous a permis de passer de 14 pour 10 000 décès à 12 pour 10 000 décès par rapport au paludisme grave. Ça, c'est vraiment la létalité due au paludisme.
également, nous avons vu ces chiffres énormément baisser. Ces mesures prises par le gouvernement sont des mesures nobles, puisque ça a permis essentiellement aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans, dont les parents n'avaient pas des ressources financières, de pouvoir bénéficier de nos interventions à haut impact, de pouvoir bénéficier des soins. Et ça a amélioré substantiellement la survie chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La mesure de gratuité de la césarienne s'inscrit aussi au registre de la prospérité partagée, une mesure qui fait son petit bonhomme de chemin. À ce jour, 48 hôpitaux publics, privés, confessionnels et associatifs sont agréés pour la prise en charge de la césarienne et sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et cette prise en charge consiste le remboursement par l'État béninois du transport de la femme enceinte dans la zone sanitaire ou dans l'hôpital, de la prise d'une veine avec la transfusion de soluté et des frais de consultation. Cette gratuité prend également en charge le coût de l'acte opératoire, le coût des médicaments et consommants médicaux. Cette gratuité prend également en charge les frais d'hospitalisation et les frais de contrôle après l'intervention chirurgicale. C'est une mesure qui rend visible tous les efforts que le gouvernement consent à l'amélioration de la santé des populations. Du 1er avril 2009, date effective de démarrage de l'initiative de la gratuité, au 30 septembre 2015, l'Agence nationale de gestion de la gratuité peut évaluer 155 111 femmes qui ont bénéficié de la césarienne gratuite dans notre pays. Et en termes de coûts, toujours du début de la mise en œuvre jusqu'au 30 septembre 2015, nous pouvons évaluer ce coût à 15 517 100 000 francs CFA comme le coût investi pour la mise en œuvre de cette initiative dans notre pays. Il place l'homme au centre de tout, de toute sa politique. Le président Boni Yayi met en œuvre la politique de la sécurité humaine. Il met en place le régime d'assurance maladie universelle, RAMU, pour démocratiser l'accès aux soins de santé de qualité à tous les citoyens. Dans notre pays aujourd'hui, lorsque quelqu'un tombe malade, son souci majeur, ce n'est plus la maladie dont il souffre, mais c'est où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour aller se faire soigner. Donc les populations béninoises ont de réelles difficultés pour accéder financièrement aux soins de santé. Et c'est pour les aider à faire face à ces difficultés que le chef de l'État a décidé d'initier la réflexion sur la mise en place au Bénin du régime d'assurance maladie universelle. Le régime d'assurance maladie universelle est un programme qui se met en place sur la durée. Tous les outils techniques ont été mis en place. Par ailleurs, nous avons démarré l'affiliation des populations par la couche sociale la plus vulnérable aux conséquences financières du risque maladie, notamment celles composées par les indigents, les travailleurs du secteur informel, les travailleurs du secteur agricole, les conducteurs de taxi-moto, les manutentionnaires, les dockers, les artistes, donc, qui constituent la catégorie sociale la plus exposée aux conséquences financières du risque maladie. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du gouvernement, nous avons démarré l'affiliation par ce groupe cible. Et nous attendons le vote de la loi par la représentation nationale pour pouvoir passer à la phase d'extension aux autres catégories sociales qui sont composées des fonctionnaires, des travailleurs du secteur structuré de l'économie que nous appelons le secteur formel et également les indépendants. À ces mesures et dispositions, l'architecte des réformes de modernisation du Bénin associe une politique intelligente de maillage du territoire. Il initie un programme de construction d'hôpitaux de zone, certains déjà achevés, d'autres encore en chantier, avec en perspective la floraison de centres de santé modernes partout, sur toute l'étendue du territoire. L'état des lieux était marqué par un désastre au niveau du secteur santé, c'est-à-dire insuffisance
de couverture sanitaire, absence réelle donc, des infrastructures et inexistence d'équipement, c'est-à-dire le plateau technique était totalement faible. Ce qui a fait que le chef de l'État, dès 2006, a initié des efforts, des efforts en direction donc, de la BAC, la BIDC, dont le siège est au Togo. Et pour conclure un financement des ouvrages sanitaires au Bénin et leur équipement. Mais comme ces processus donc, de négociation traînent, le chef de l'État a voulu qu'un effort budgétaire béninois soit réalisé très tôt. Ainsi, dès 2007, il y a eu l'initiative appelée 5 milliards, le dossier des 5 milliards. Donc le gouvernement a injecté au titre donc, du budget béninois 5 milliards pour équiper l'ensemble des formations sanitaires, précisément les hôpitaux. Après ceci, les efforts ont continué. Donc dès 2008, des dossiers ont été lancés pour construire des hôpitaux, notamment l'hôpital de Kouandé, l'hôpital de Pobé, des zones de Pobé, dont la fin des travaux est prévue pour le mois de mars prochain, et le centre de gérontologie qui est à Ouida. Il s'agit d'un hôpital pour la prise en charge des personnes âgées. Il faut dire que parallèlement, le centre de l'hôpital départemental de la Donga a connu des efforts. Il s'agit d'un grand hôpital qui est en construction. C'est vrai que ce projet avait commencé légèrement avant l'arrivée du président Yahi. Des efforts soutenus ont eu lieu sur ce chantier et finalement, en mars 2014, on a procédé à la mise en service partielle de cet hôpital. Des efforts ont été réalisés dans le sens que on a vu l'essoufflement des projets sur le budget national et on a initié donc des dossiers avec financement extérieur. Dans ce sens, on a conclu le dossier de l'hôpital de zone de Djidja, qui est un investissement équipement comme infrastructure d'environ 7 milliards de francs. Et cet hôpital a fini par être mis en service. L'hôpital de zone de Kové, pour un coût budgétaire qui avoisine celui de l'hôpital de zone de Djidja, aussi nous l'avons achevé et il est mis en service. Il y a l'hôpital de zone de Djougou. Djougou, c'est de Djougou, Wake, Kopago. Cet hôpital est achevé. Et il y a un processus de concession pour que l'ordre de Mat, qui est un hôpital mitoyen, prenne la gestion donc de cet hôpital, ce nouvel hôpital qui est un joyau. Aussi pour un investissement d'environ 7 milliards, un peu moins de 7 milliards, cet hôpital. Dans le Borgou notamment, vous allez voir l'hôpital d'instruction des armées qui a été construit avec l'appui de la coopération chinoise. Il s'agit d'un investissement assez lourd, quand même, de plus de 6 milliards. Il y a au niveau donc, du CAD de Parakou des efforts continus. Nous avons implanté plus de 7 grands bâtiments R+1 dans cet hôpital, c'est ce qui est un investissement assez lourd pour changer la physionomie donc, de l'hôpital départemental de Borgou Aliboli. Dans chacun des autres départements, précisément l'Atakora Dongas à Natitengu, à l'occasion donc des fêtes du 1er août, il y a eu des efforts d'investissement tant dans l'hôpital départemental que dans l'hôpital de zone. Et ce qui a changé la physionomie donc, de cet hôpital. Le même effort a été fait au niveau donc, de Lomé Plateau, l'hôpital départemental de Lomé Plateau, qui au cours donc, des cérémonies donc, de cinquantenaire
a connu des efforts d'investissement pour sa transformation. C'est ainsi que le Mono a eu sa part de transformation en termes, ce qui est un investissement assez lourd pour changer la physionomie donc, de l'hôpital départemental de Borgo Ali Boni. Dans chacun des autres départements, précisément l'Atakora Dongas à Natitengu, à l'occasion donc des fêtes de 1er août, il y a eu des efforts d'investissement tant dans l'hôpital départemental que dans l'hôpital de Sol. Et ce qui a changé la physionomie donc, de cet hôpital. Le même effort a été fait au niveau donc, de Lomé Plateau, l'hôpital départemental de Lomé Plateau, qui au cours donc, des cérémonies donc, de cinquantenaire a connu des efforts d'investissement pour sa transformation. C'est ainsi que le Mono a eu sa part de transformation en termes donc de hôpital départemental et le Zou Colline également parce qu'on a investi dans l'hôpital départemental du Zou Colline beaucoup un financement assez lourd. On a mis des unités de dialyse dans plusieurs hôpitaux, notamment au CHD Zou Colline et naturellement à Cotonou. On a fait les mêmes efforts. Disons que du point de vue des hôpitaux, de grands efforts ont été réalisés. S'il est dit qu'il faut avancer des chiffres, on va donner le vertige. Globalement, nous avons 93,1% d'efforts en termes de couverture sanitaire, alors que la couverture était très faible avant. L'hôpital des 3A, la zone sanitaire Adjara, à Komisséité, à Franco, sera bientôt une réalité, sous financement donc de la Banque africaine de développement. Mais avant, il faut préciser, un grand hôpital est prévu pour la ville de Porte-Novo, pour construire ce qui est appelé l'hôpital de la mère et de l'enfant de Porte-Novo. C'est un effort d'environ 15 milliards de nos francs avec la coopération avec l'État du Qatar. Nous avons à Savé, dans le département des collines, l'hôpital de Savé-Ouessé qui a commencé et qui est un projet d'environ 7 milliards sous financement cofinancé par le Bénin et le fonds saoudien. Et bientôt, vous aurez l'hôpital de zone de Tchaourou. Il s'agit d'un cofinancement de l'État, du fonds Kouché et du budget béninois. C'est un projet d'environ 11 milliards de francs pour doter Tchaourou d'un hôpital de zone et les arrondissements Goro, Bétérou, Tchatchou, Kika et consorts. Il y a 6 arrondissements qui auront des centres de santé avancés, des centres de santé donc d'arrondissement. Et Tchatchou précisément aura un grand centre de santé avec un bloc opératoire. C'est ainsi que Alada, la zone sanitaire Alada, Tofor, Zé, a aussi bénéficié donc des efforts avec la coopération japonaise. Donc, un hôpital dont la construction démarre en janvier pour un budget de 10 milliards de francs CFA. Cet hôpital de zone concerne donc la zone sanitaire Alada, Tofor, Zé. À la date d'aujourd'hui, le Bénin, dans la sous-région, fait partie donc des pays qui ont la meilleure couverture sanitaire. Ces hôpitaux viennent enrichir le parc hospitalier et sanitaire qu'il s'est employé dès le début de son mandat à moderniser. Ah non, ça là, il faut dire qu'il a été visionnaire. Si l'initiative soutenue par le ministère de la Santé, les ministres de la Santé
par les différents cadres qui l'ont entouré et qui l'ont soutenu, ça, je dis que c'est un salut pour la population. C'est une œuvre inédite, ça, il faut le dire. Aujourd'hui, rapprocher les soins de santé de la population, c'est vraiment la plus grande chose, la plus grande œuvre qu'on puisse réaliser pour cette population-là. Le chef de l'État est un bâtisseur. C'est un modèle à suivre. Si ces intentions, ces décisions sont appliquées comme ça se doit par les cadres et nous qui le suivons, je pense que ce pays va rayonner. Ce pays sera en vie. Noi togan blo yo e vi mi town to gbe ni togan town do na cheni to kwe de blo fi o vivi nyen town do njivio fi o ndo kanji vichelo kanji si wende yin kwe gbe di onde wa mi ben ku town bon toni bon gboze togan si nko gbogbo so sun viona e to ko menu e kan viche si nko bi o mi nondo eno yin to ma bonio eno pachai bon ro togan si nko imo ani wezombe imoji bono do yin do yen we menu konkonton tv o fine de ka wa so mi gbon yo e vivi nu mi e wezombo ngbo se to gan si nko gbogbo ne to we lo de to gan so afi di mi a to ku ni de na cheni town nda gbe be ton atomi ton be so to mi ton so su o so to mi ton so hunu kun bo mi sana yi to we aga don dia wa fi je mi ana san te gbe be ku le so aso anu menu bi ku wa fi na cheni town mi to ku ni de susu tan. Grâce à l'assistance japonaise, l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou a été modernisé avec la construction de 2 pavillons équipés en matériel de soins ultra moderne. Le centre hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga a reçu aussi sa dose d'attention, marquée par la construction de nouveaux bâtiments et l'acquisition au profit de ce centre des équipements de soins de pointe pour une bonne prise en charge des malades. La reprise du recrutement dans la fonction publique après le gel prescrit par les institutions de Bretton Woods dans les années 80-90, a ouvert la fenêtre d'entrée dans la fonction publique à une petite quantité de jeunes diplômés. Perché sur la surliquidité des caisses de l'État, fruit des réformes, le grand réformateur, fidèle à sa politique de la sécurité humaine et de la prospérité partagée, ouvre grandement la porte de la fonction publique aux jeunes diplômés. Les recrutements sont massifs, l'angoisse de l'oisiveté et du chômage qui étranglait les jeunes et étouffait leur projet de vie s'est gommé. Les recrutements ouvrent leur vie à des rêves en couleur. Recrutement massif dans la fonction publique, recrutement massif aussi dans tous les corps militaires et paramilitaires. Chaque année, 1000 agents de police, 1000 militaires et 1000 gendarmes et agents de douane sont recrutés pour étoffer les effectifs en déclin de ces corps chargés de la défense et de la sécurité nationale. En 1960, depuis 1960, la valeur du point d'indice était de 1900. De 2006 à aujourd'hui, la valeur du point d'indice est passée à 3007. De 1960 à août 1965, la valeur du point indiciaire était de 1900. De 1965 à décembre 2006, la valeur du point d'indice était de 2545. De 2007 au 30 juin 2007, c'est-à-dire au 30 juin de la même année, la valeur du point d'indice est passée à 2598. De juillet 2007 au 31 décembre 2008, la valeur du point d'indice est passée à 2864. Et
depuis le 1er janvier 2009, la valeur du point d'indice est passée à 3007. Plusieurs actions ont été menées au profit des fonctionnaires. Ensuite, nous avons la poursuite du paiement des arriérés salariaux qui étaient évalués à 180 milliards et qui ont été payés totalement épongés à la date d'aujourd'hui. Lorsque, en 2005, la masse salariale était évaluée à 130 milliards. Donc, un an avant l'arrivée du chef de l'État, Boni Yayi, donc 130 milliards est le ratio masse salariale sur recette fiscale, puisque c'est ça qui est le ratio communautaire, 39%. Ensuite, en 2006, cette masse salariale est passée de 130 à 135 milliards, avec un ratio recette fiscale sur masse salariale de 35,6%, mais avec un effort de recouvrement des impôts, de la fiscalité. En 2007, cette masse salariale est montée à 143 milliards 1, avec un ratio masse salariale sur recette fiscale de 32%. En 2008, la masse salariale est allée à 182,4 milliards avec un ratio masse salariale sur recette fiscale de 35,6%. En 2009, cela est passé à 225 milliards. En 2010, c'est passé à 238 milliards 7. En 2011, la masse salariale est passée à 253 milliards 2 avec un ratio de 47,4%. En 2012, cette masse salariale est allée à 279 milliards 4 avec un ratio de 46,7%. En 2013, la masse salariale quitte 279 milliards pour aller à 300 milliards 3 avec un ratio de 45%. En 2014, cette masse salariale quitte 300 milliards pour aller à 313 milliards 800. Et puis, en 2015, la masse salariale est de 316 milliards. Nous allons attendre la fin de l'année 2015 pour savoir vraiment la masse salariale réelle, en tenant compte de tout ce qui a été pris comme mesures sociales au cours de l'année 2015. Et puis, projeté pour 2016, 326 milliards 8. C'est pour vous dire que beaucoup de mesures ont été prises au profit des fonctionnaires afin de permettre aux agents de l'État, aux contractuels de l'État, d'être dans une bonne condition de vie. Toutes ces mesures vont continuer à être prises tout au long des années qui vont venir. Le budget 2016 vient d'être adopté, voté. Et à l'intérieur de ce projet, de ce budget 2016, il y a beaucoup d'actions au profit de la société, au profit des fonctionnaires, au profit de toutes les couches sociales, afin de permettre un développement harmonieux de notre peuple. Mais le ventre de la fonction publique n'est pas assez grand, trop petit pour absorber tout le flot de jeunes en quête d'emploi. S'étant donné comme objectif de faire des jeunes et des femmes les béquilles du Bénin émergent, l'architecte du changement a sculpté des structures et forgé des mesures pour aiguiser chez les jeunes le sens et le goût de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. Toujours en avance sur son temps, le réformateur a très tôt perçu la nécessité de soutenir les femmes. Il met en place les microcrédits aux plus pauvres, qui s'est révélé un véritable instrument d'autonomisation des femmes. Dans la mise en œuvre de ce programme, nous avons eu des financements de l'État béninois. D'autres partenaires techniques et financiers ont rejoint l'État, d'accord, pour mener la lutte contre la pauvreté à ses côtés, en mettant des ressources aussi substantielles. Alors, de façon globale, lorsque nous prenons toutes nos interventions, il faut dire que nous avons mobilisé auprès de l'État et des partenaires techniques et financiers plus de 69 milliards.
Et dans ce financement, l'État en lui seul a apporté plus de 63 milliards. Ce qui dénote d'abord de la volonté manifeste de l'État à accompagner le Fonds national de la microfinance dans la réalisation de ses objectifs. Alors lorsque vous regardez donc la structure de financement, vous comprenez que l'État apporte environ 91% des ressources contre 9% pour les partenaires techniques et financiers. Et ces partenaires techniques et financiers, vous avez la Banque islamique de développement qui nous appuie dans la mise en œuvre du MCPP, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous avons pu mobiliser auprès de l'État béninois et de ses partenaires techniques et financiers environ 27 milliards de ressources mobilisées pour la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres. Alors, ces ressources nous ont permis vraiment de pouvoir mettre à la disposition des bénéficiaires en termes de volume d'opération plus de 83 milliards de francs CFA. Vous comprenez que nous sommes donc dans un système de revolving. Au fur et à mesure où les bénéficiaires payent, nous sommes obligés de réinjecter pour permettre d'impacter et d'autres bénéficiaires qui attendent. Nous avons pu mettre en place sur la base des 27 milliards en termes de volume d'opération, plus de 83 milliards. Et les 83 milliards, je vais vous les décliner. Lorsque vous prenez le microcrédit au plus pauvre financé par l'État béninois, nous avons décaissé en termes de volume d'opération 61 milliards, plus de 61 milliards 500 millions. Cela nous a permis d'impacter plus de 931, disons environ 932 000 bénéficiaires. Alors lorsque vous prenez le MCPP nouvelle génération, nous avons pu décaisser à la date du 31 octobre, je dirais 2015, nous avons pu décaisser plus de 5 milliards, disons environ 5 milliards 600 millions, pour impacter plus de 87 000 bénéficiaires. Lorsque vous prenez les autres partenaires, que ce sont la BOAD, la Banque islamique de développement et la BADEA, nous avons pu décaisser respectivement pour la BOAD plus de 3 milliards, environ 3 milliards 500 millions, pour la BID environ 11 milliards 922 millions, et pour la BADEA, nous avons décaissé à ce jour 933 millions de francs CFA, plus de 933 millions de francs CFA, ce qui porte globalement le volume de décaissement pour le microcrédit aux plus pauvres à plus de 83 milliards. Et cela nous a permis de toucher, d'impacter environ 1 milliard à 1 million 300 000 bénéficiaires sur l'ensemble des 12 départements de notre pays. Mais nous ne sommes pas seulement arrêtés sur les résultats quantitatifs. Alors, nous avons cherché à voir quels ont été les impacts de la mise en œuvre de ce microcrédit aux plus pauvres. Et là, nous avons d'abord commandité une étude en 2010 qui a porté sur l'évaluation du microcrédit aux plus pauvres, l'évaluation globale de la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres. Cette étude a été affinée il y a 2 ans environ, en 2013, par une étude intitulée Microfinance et pauvreté, avec une focalisation sur le microcrédit aux plus pauvres. Et cette étude nous a montré clairement que la mise en œuvre du microcrédit aux plus pauvres a permis de résoudre au niveau des bénéficiaires la question liée à leur état nutritionnel. Ça a permis d'améliorer leur état nutritionnel. Ça a permis la prise en charge des dépenses d'éducation de base de leurs enfants. Ça a permis aussi d'améliorer, ça a permis de dégager des ressources nécessaires pour la question des santé primaires, des dépenses de santé primaire et autres. L'étude aussi a révélé que la mise en œuvre de ce microcrédit dans les foyers, et ça c'est des éléments qu'on n'arrive pas à mesurer comme ça, a permis aux bénéficiaires d'être acceptés dans la société. Parce qu'avant, elles ne faisaient rien
ces femmes-là étaient là, elles ne menaient aucune activité, elles étaient peu considérées dans la société. Aujourd'hui, avec la réalisation de leurs activités, ça leur procure des revenus qui leur permettent de faire face à certaines dépenses sans pouvoir attendre forcément leur époux, sans pouvoir aussi attendre quelque chose des membres de la famille. L'étude a également révélé qu'il y a certains objectifs qui n'ont pas été atteints. La question, par exemple, d'amélioration de leur état d'habitat. Et ça se comprend. On n'a pas pu avoir, ces bénéficiaires n'ont pas pu, avec les produits dégagés de leurs activités, améliorer leur état d'habitat. Vous comprenez que les dépenses d'habitat sont des dépenses importantes, improductives. Et cela s'inscrit vraiment dans le long terme. Cela a eu des impacts. Et ces impacts, il faut travailler à les consolider, à les renforcer, à les consolider, pour permettre vraiment aux femmes bénéficiaires, puisque la majorité, plus de 94% sont des femmes, d'accord, de pouvoir évoluer à un niveau, à un stade encore plus élevé. C'est ce qui a amené le gouvernement tout récemment, il y a quelques mois, à adopter aussi un vaste programme qui va connaître sa mise en œuvre à partir du mois de janvier, à savoir le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et là, le montant n'est plus de 30 000, 50 000 ou 100 000, mais le montant, c'est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 3 millions, pour permettre vraiment aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat féminin de pouvoir bénéficier encore des ressources substantielles pour mener à bien leurs activités. En partant du microcrédit aux plus pauvres et en passant par le refinancement du secteur, le financement du secteur agricole, le financement des projets dans le domaine d'éthique, je dirais qu'en moins de 10 ans de la mise en place du Fonds national de la microfinance, un chemin important a été fait. Ce qui dénote qu'à la date du 31 octobre 2015, nous avons pu injecter en termes de volume d'opération plus de 134 milliards dans le secteur de la microfinance. L'État a créé une palette d'instruments pour vous. De toute évidence, l'emploi des jeunes dans l'agenda du réformateur est une priorité et les instruments mis en place l'illustrent. Il procède périodiquement à l'évaluation de ces instruments pour en vérifier l'efficacité et procéder à des réajustements. À l'arrivée du président de la République, Dr Boni Yayi, l'ANPE comptait 6 antennes régionales, 6 antennes départementales. Aujourd'hui, grâce au financement, au renforcement des capacités, notamment financières, au niveau du budget de l'ANPE, nous avons réussi à doubler ce chiffre. Et aujourd'hui, l'ANPE peut comptabiliser 12 antennes départementales, donc chacun des départements administratifs bénéficie d'une antenne départementale, ce qui fait que le service public d'emploi va au-devant du chercheur d'emploi, du chef d'entreprise et même des centres de formation avec lesquels nous travaillons pour une meilleure adéquation formation-emploi. En termes de fréquentation de l'Agence nationale pour l'emploi, on a de ce fait des augmentations importantes. Je peux vous dire qu'en 2006, on avait à peu près 550 personnes qui fréquentaient l'ANPE, les chercheurs d'emploi qui venaient à nos guichets. Et si je prends l'exemple de l'année dernière seulement, 2014, près de 53 000 jeunes ont fréquenté l'ANPE. Vous voyez, de 500 jeunes à 53 000 jeunes, cela donne la preuve de l'évolution et de l'intérêt que l'Agence nationale suscite. Maintenant, quand ils fréquentent, est-ce qu'ils bénéficient de nos programmes? On peut se poser cette question. Si je prends un des programmes du système, on va dire, un des programmes, une des mesures de la politique active du marché du travail au Bénin, si vous prenez le programme d'appui à l'emploi salarié, qui est un des programmes les plus connus, en 2006, 500 jeunes béninois bénéficiaient de ce programme. À la date d'aujourd'hui, en décembre 2015, ils sont 6250 jeunes qui bénéficient de ce programme-là. Et on peut compter chacun de ces bénéficiaires comme un emploi, ne serait-ce qu'un emploi stable. Parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'un programme
sur un an renouvelable une fois. Je voudrais vous parler d'un programme financé par la Banque mondiale, le programme Emploi Jeune, qui a ciblé une partie des Béninois qui ne sont pas souvent pris en charge par les autres programmes de l'ANPE. Je veux nommer les artisans. Aujourd'hui, grâce au PEJ, l'ANPE et tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme, eh bien, nous avons l'ambition autour des 3 ans, sur les 3 années à venir, à partir de maintenant et sur 3 années, et nous avons l'ambition d'impacter 17 500 jeunes gens. C'est un programme de 17 milliards qui va impacter 17 500 jeunes gens. Et ce programme, en termes institutionnels et stratégiques, va nous permettre de transformer les points focaux emploi, les 77 points focaux emploi que l'ANPE a dans les 77 communes, de les transformer en services communal d'emploi. Les preuves successives de l'importance accordée au secteur de l'emploi se font ressentir au fil des années par l'importance du budget accordé à la question de l'emploi. Qui vous souviennent qu'en 2014, année dédiée à l'emploi, année de l'emploi, le budget du gouvernement qui concernait la question de l'emploi était de 60 milliards en 2014. Et en 2016, la loi de finances qui vient d'être adoptée prévoit 165 milliards pour l'emploi. Ce qui prouve que la question de l'emploi est une question de plus en plus importante. Et ceci amène à rechercher d'autres secteurs porteurs pour investir ces secteurs et surtout créer des emplois dans ces secteurs. Et l'un des secteurs par excellence, c'est celui de l'économie numérique. Le secteur de l'informatique est un secteur porteur. Vous savez déjà que tout ce qui est économie numérique crée des emplois et permet aux autres secteurs, que ce soit l'agro-business, le transport, la logistique, permet à ces secteurs de créer davantage. L'économie numérique ou l'informatique booste les autres secteurs et leur permet de créer davantage d'emplois. Donc, pour revenir à la question de l'économie numérique, aujourd'hui, il y a un vaste programme de création de centres d'appel appelés Allo Service Public qui nous permettent de créer 5000 emplois. 5000 emplois sur toute l'étendue du territoire à travers 5 villes du Bénin. Et ceci, c'est la première partie parce que globalement, c'est un chiffre de 50 000 emplois qui est prévu aussi bien à travers les centres d'appel qu'à travers le paiement électronique des factures. La prospérité partagée se diffuse dans tout le corps social et donne un sens réel à une phrase que le grand réformateur a coutume d'émettre. Personne ne sera laissé sur le quai. Vous êtes de la République et la République veillera toujours sur vous. La République prend soin des hommes de culture. Une subvention annuelle lourde de 3 milliards leur est accordée. La subvention qui stagnait à 3 milliards est portée récemment à 5 milliards, suivie d'un grand geste, un grand cadeau pour le monde des artistes, la promesse de la construction d'un théâtre national. 6 à 8 milliards sont mobilisés déjà à cette fin. Nous allons les aider. Ils vont cesser de se retrouver dans les rues. Ils trouveront une occasion de se retrouver pour consolider encore l'esprit républicain. Chers compatriotes, artistes, voilà le cadeau de la République. Le monde religieux arbore aussi le sourire. La République lui adresse un clin d'œil financier chaque année. Une subvention qui sera épaissie pour répondre aux vœux des dignitaires. Les infrastructures marchandes fleurissent et accompagnent la politique d'autonomisation des femmes. Plus de 450 millions sont injectés dans la réhabilitation du marché de Djougou. La même enveloppe est consacrée à la construction du marché de Kandi. 2 villes qui exhibent avec fierté ces lieux modernes d'échange et de spéculation comme leur part de la prospérité partagée. Glazoué aussi les rejoint bientôt. Environ 2 milliards sont mobilisés pour changer le visage de ce vieux carrefour d'échange et de spéculation.
Le président Boni Yayi roule le marché d'Antokpa dans le drap de la modernité. Il sait que pour accroître l'attractivité de ce marché carrefour sous-régional de négoces et de spéculation, il faut le moderniser. Et très tôt, il a engagé avec l'assistance financière sud-coréenne et une substantielle contribution du budget national des actions de sa réhabilitation. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Après l'incendie qui a dévasté une partie de ce lieu d'échange, le président Boni Yayi en profite pour parachever l'œuvre entamée en 2006-2007, la reconstruction totale du marché. Au départ, il était prévu seulement qu'on réalise le rez-de-chaussée. Et le chef de l'État a demandé qu'on fasse l'étage. On a fait un bâtiment R+1. Et plus loin encore, on nous a demandé de dimensionner les bâtiments pour que ça supporte un R+2 étages. Aujourd'hui, les bonnes dames de nos marchés sont prêtes à aller en étage pour vendre leurs produits. Ce qui est très très important par rapport aux problèmes qu'on connaissait avant. Nous sommes à un niveau R+1, on n'a pas besoin d'un ascenseur. Vous allez voir que les cases d'escalier sont assez larges. C'est-à-dire que les personnes âgées peuvent très facilement aller à l'étage. C'est ça qui faisait l'handicap. Après le stade de Natitengo, revêtu de gazon artificiel, les stades de Djougou, Kandi, Boyikon, Tchaoru, Zakota, Lokosa, Djakotome, des universités de Parakou et d'Abomey-Calavi vont se parer de leur pelouse synthétique très bientôt. Une grande première dans la sous-région, le réformateur montre sa dimension d'homme de goût qui sait que tous les secteurs de la vie sociale doivent respirer l'air de la modernité. Il puise dans les ressources générées par l'assainissement du cadre macroéconomique et des réformes pour financer ces travaux que la postérité retiendra comme legs d'un homme bourré d'ambition pour son pays, un homme bu par un seul souci, élever le Bénin au rang des pays émergents. Vraiment, le bilan est lourd. Si quelqu'un peut venir faire comme lui encore, ce serait bon. 10 ans, bon, les femmes ne vont pas regretter, surtout vous les femmes, hein, parce que franchement, c'est les femmes qui ont beaucoup bénéficié. Il faut vraiment remercier le chef de l'État. Il faut beaucoup le remercier pour ses œuvres dans les 10 années-là. S'il pouvait, voilà que le temps est déjà parti, si effectivement d'autres présidents peuvent venir faire comme lui, vraiment ça serait bon. On remercie bien. S'il pouvait faire encore son atalakou, comme le disent les Ivoiriens, vraiment ça serait encore merveilleux. Voilà que le temps a déjà suppris. L'architecte du changement, en prônant cette révolution, n'avait pas la prétention de tout changer en 1 ou 2 mandats. Son ambition est de porter sa touche de qualité à l'édifice bénin à tous les étages, économiques, social et politique. Hisser haut la barre de la modernisation du pays pour que la relève puisse mettre le pas dans ses pas et grandir l'héritage.